Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une leçon de Célie, leçon avec Célie, qui portera sur la pancréatite aiguë. Donc, c'est une pathologie qui concerne le pancréas, comme vous vous en doutez, relativement dangereuse, pourvoyeuse d'une forte mortalité aux urgences, raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler. Et c'est une pathologie qui a un diagnostic pas si compliqué que cela, mais il va falloir l'évoquer et surtout évoquer les étiologies. On va le voir ensemble euh, et mettre en place la thérapeutique assez rapidement. Alors, la pancréatite aiguë, pourquoi, comment le corps parvient, ou en tout cas comment le corps déclenche une pancréatite aiguë, qu'est-ce qui déclenche une pancréatite aiguë, quelle est l'étiologie que le patient va présenter, quels sont les diagnostics différentiels auxquels il faut penser et lesquels il faut évoquer, quelle imagerie réaliser. C'est une problématique qui est récurrente aux urgences et quelle est la gravité, puisque ça va être important pour l'orientation du patient, quelle va être l'évolution et enfin comment traiter. Nous allons répondre donc dans les prochaines diapositives à toutes ces questions. Alors un point sur la physiopathologie, vous voyez l'image à gauche au niveau de l'abdomen, donc c'est un organe intra-abdominal qui est rétropéritonéal et assez profond, donc qui est en devant de l'aorte, ce qui, euh, ce qui le place dans une loge relativement complexe et délicate quand il y a des pathologies tumorales, par exemple, avec des vaisseaux mésentériques, entre autres, qui passent dans le pancréas. Alors c'est un organe qui intervient dans la digestion primordiale et qui permet la régulation de la glycémie. Comment faire le diagnostic d'une pancréatite? Donc c'est une inflammation du pancréas, comme son nom l'indique. Elle peut être aiguë ou chronique. Je ne parlerai pas de la pancréatite chronique, parce que ça ne concerne moins l'urgence en tout cas. Mais pour la pancréatite aiguë, le diagnostic est simple. Il faut deux des trois critères, c'est-à-dire une douleur compatible, une douleur qui est très violente en général, avec une position antalgique en chien de fusil, une douleur qui est épigastrique, sourde, profonde, très très douloureuse, euh, qui souvent nécessite une antalgie par de la morphine. Donc douleur compatible, première chose. Deuxième point, il faut un bilan biologique compatible qui est donc une lipasémie supérieure à 3 fois la normale. Et troisième point, une imagerie compatible. Deux de ces trois critères doivent être remplis pour poser le diagnostic de pancréatite aiguë. Vous voyez qu'à côté, j'ai mis 1, 2, 3, J1, J2, J3. Vous allez comprendre pourquoi, puisque on va le voir après, le bilan biologique s'évalue, donc la gravité par le bilan biologique s'évalue. Ça peut s'évaluer rapidement, mais souvent les scores ont été pensés pour une évaluation à 24 heures, H24, voire certains bilans biologiques à H48. Et l'imagerie, en tout cas pour le scanner, se réalise plus tardivement. Il faut attendre que les complications apparaissent ou non afin de statuer de la gravité. Raison pour laquelle je vous ai mis, c'est encore une fois pour être caricatural, J1, J2, J3. Le fonctionnement, eh bien, il peut y avoir une perturbation cellulaire, une libération d'enzymes. Là, sur le schéma, vous voyez que le trypsinogène peut être transformé en trypsine, qui va être une molécule, un enzyme en tout cas, de digestion, et d'autres molécules, comme l'hypercalcémie par exemple, donc c'est plutôt un atome, on va dire, un ion. L'hypercalcémie peut être nocive aussi. Euh, L'obstruction canalaire implique une hyperpression en amont de l'obstruction. Et donc cette hyperpression va engendrer une souffrance cellulaire, une perturbation cellulaire et une libération d'enzymes par surcharge
au niveau du tissu en lui-même. Et comme je vous disais, l'activation du trypsinogène en trypsine déclenche une autodigestion, ou en tout cas si la trypsine n'est pas libérée dans le tissu digestif, dans la lumière digestive, eh bien il peut y avoir une digestion du pancréas. Alors ça peut se produire, une pancréatite aiguë, par l'alcool par exemple, qui stimule la cellule pancréatique. Le fait de manger va entraîner une augmentation de la cholécystokinine qui va augmenter le métabolisme de la cellule pancréatique. Et donc tout cela va conduire à potentiellement une majoration de la douleur, puisqu'il y a une augmentation de la sécrétion des enzymes, ou il peut y avoir une majoration de l'hyperpression liée à l'obstruction. Bref, vous voyez qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer l'inflammation du pancréas. Donc on va voir maintenant les différentes étiologies. Il y en a énormément, bien que deux d'entre elles soient les deux plus grandes pourvoyeuses de pancréatite aiguë. Et ces deux étiologies qu'il faut impérativement évoquer à chaque fois, c'est symbolisé par les lettres L et A. Pour le moyen mnémotechnique, la pancréatite, c'est le L de la lithiase et le A pour l'alcool. Donc ces deux choses, que sont la lithiase et l'alcool, sont responsables de 75%, 80% des pancréatites aiguës. Le critère de Blamet permet d'orienter vers une étiologie lithiasique. Ça concerne plutôt les femmes un peu âgées avec une phosphatase alcaline un petit peu augmentée et des alates prédominants sur les azates à plus de 3 fois la normale. À ce moment-là, c'est l'échographie abdominale qui permettra le diagnostic, raison pour laquelle on verra que l'échographie a toute sa part dans la prise en charge aux urgences dans les 24 heures, en urgence en tout cas. Quels sont les autres diagnostics qu'il faut évoquer étant donné la multiplicité des étiologies, un moyen mnémotechnique est toujours le bienvenu. Alors ce moyen, je vous l'ai dit, c'est la pancréatite. On va se les faire dans l'ordre. Le P de la pancréatite, c'est pour pancréadivisome, qui concerne 7% de la population, ou annulaire, des anomalies génétiques aussi. Le A, c'est pour ascaridose, dystomatose, hydatidose, donc des parasitoses qui vont venir obstruer la lumière du canal de Wirsong, ou le canal pancréatique. Le N de pancréatite, c'est pour naissance ou mucoviscidose. Le C, c'est pour le calcium hyper. L'hypercalcémie supérieure à 3,75 est une indication à surveillance en soins continus. C'est une physiopathologie qui n'est encore pas tout à fait élucidée, mais en tout cas, c'est un critère biologique qui indique l'hospitalisation en soins continus. Le R pour reptile toxine et les venins. Le E, c'est pour l'excès de graisse, donc hypertriglycéridémie à 10 fois la normale, qui peut se traiter par plasmaphérèse, on le verra dans la prise en charge, dans la partie thérapeutique. Le A en forme d'anticorps, c'est pour auto-immun. Donc il y a périartérite noueuse, le lupus, les Mickey, les cholangites sclérosantes, voilà, plusieurs pathologies auto-immunes. Le T du crabe ou du homard, c'est pour le T de tumeur, surtout si plus de 50 ans. Ensuite, il y a le I 3 fois, le I pour infection iatrogène et idiopathique. Idiopathique, tout de suite, clairement, c'est 15% des pancréatites qui n'ont pas d'étiologie particulière, donc on n'explique pas l'origine de cette pancréatite. Pour l'infection, il y a 6 virus qu'il faut évoquer, qui sont pourvoyeurs de pancréatite, et 4 bactéries un peu plus pourvoyeuses que d'autres. Alors pour les virus, il y a le virus, alors il y a les virus des oreillons, le VIH, la rubéole, CMV, HBV, l'entérovirus. Pour les 4 bactéries, mycobactéries, mycoplasme, Legionella et Campylobacter. Donc je vous les répète, pour les virus, oreillons, rubéole, VIH, CMV, HBV et entérovirus. Et les 4 bactéries, mycobactéries, mycoplasme, Legionella et Campylobacter.
donc fréquemment quand même des bactéries intracellulaires. Iatrogène, alors oui, et pour iatrogène, il y a encore plusieurs médicaments en dehors de l'endoscopie, hein, post-CPRE, qui est le dernier noté par le moyen mnémotechnique. Les médicaments qu'il faudra évoquer, donc encore un moyen mnémotechnique qui est pancréatite, à nouveau pour P de paracétamol, A de aldomètre, le N de neurodépakine, le C pour cimétidine, le R de la rifampicine, ensuite le E pour énalapril, le A de azathioprine, le T de tétracycline, le I de isoniazide et le T de thiazidique pour terminer avec le E de œstrogène. Ensuite, revenons à nos étiologies, hein, pour les étiologies traumatiques, et terminons par l'endoscopie, donc post-CPRE, qui représente tout de même 5 à 10% des gestes se compliquant par une pancréatite. Donc 5 à 10% des CPRE se compliquent d'une pancréatite. Les deux images que vous voyez ici sont des signaux d'alerte, puisqu'en fait ce sont des signes qui témoignent d'une pancréatite compliquée. Ce sont les signes de Turner pour celui du haut et de Cullen pour celui du bas. Donc pour vous en rappeler, Turner il tourne autour du patient et le Cullen c'est en forme de la lettre Q. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous permet de retenir. Nous avons donc vu les étiologies des pancréatites. Pour rappel, hein, la lithiase et l'alcool sont majoritairement responsables des pancréatites aiguës. En revanche, il ne faut pas méconnaître d'autres étiologies qui peuvent tout à fait mimer cette douleur de pancréatite. Et donc, avant de recevoir le bilan biologique, il faut se poser la question d'un éventuel diagnostic différentiel. Pour ça, différentes pathologies évoquées sur la diapositive. Un moyen mnémotechnique, c'est Poussin pour P de péritonite, qu'elle soit biliaire ou autre, mais une péritonite peut tout à fait mimer les symptômes d'une pancréatite. Une occlusion sur bride peut mimer la douleur et l'iléus que provoque la pancréatite. Donc l'iléus, l'arrêt du transit. On va rechercher les bruits hydroaériques par exemple. Un ulcère perforé qui, vous comprendrez en raison de la localisation anatomique, peut tout à fait mimer une douleur de pancréatite. Alors, est-ce qu'au toucher rectal, il y a un saignement? Est-ce qu'il n'y aurait pas indication à mettre le patient sous IPP et au pouce-seringue? Un syndrome coronarien, alors surtout un infarctus inférieur, peut mimer une douleur de pancréatite où la localisation épigastrique devra nous amener à réaliser un électrocardiogramme et à doser plus ou moins la troponine. Les syndromes aortiques et surtout une rupture ou un syndrome fissuraire ou une dissection doivent être impérativement évoqués chez un patient à risque vasculaire. Et donc on va rechercher un souffle ou une masse battante au niveau épigastrique. L'infarctus mésentérique doit être aussi évoqué chez un patient à risque artériel où une imagerie devra être réalisée et on verra justement pourquoi il faut réaliser peut-être un scanner abdominopelvien injecté et bien sûr une embolie pulmonaire qui peut absolument tout mimer pour la nécrose, le N de nécrose pulmonaire. Donc vous avez les moyens mnémotechniques poussin, péritonite, occlusion, ulcère, syndrome coronarien, syndrome aortique, infarctus, mésentérique et nécrose. Bon, si le ventre est souple avec une grosse douleur, ça ressemble tout de même à une pancréatite. Ça peut être encore un infarctus, mais bon, vous l'aurez compris, il faut évoquer les diagnostics différentiels. Place à l'imagerie. Alors, que faire? Souvent, on se dit, faisons un scanner, comme ça, on verra parfaitement l'état des lieux, hein, si je peux dire ça comme ça. Eh bien, pas nécessairement, parce que si on n'a pas de doute, si la douleur est typique, avec une biologie franche, on ne doit pas faire de scanner, vous allez comprendre pourquoi. Je reviendrai sur l'explication un peu plus tard, mais par contre, il va falloir faire une échographie abdominale si on a un doute, enfin si on a un doute pour en tout cas étayer l'étiologie de la lithiase. Puisque si on localise, si le radiologue arrive à localiser un défect au niveau de la lumière, eh bien il pourra, avec le cône d'ombre, hein, il pourra voir donc une lithiase dans le canal de Wirsung et ainsi poser le diagnostic de pancréatite
et par la même occasion, grâce à l'échographie, étayer les autres diagnostics et les autres diagnostics différentiels. Donc il pourra regarder l'aorte, il pourra regarder aussi la vésicule biliaire, pour voir s'il n'y a pas de cholécystite, etc., etc. Donc l'échographie, c'est oui, dans les 24 heures. Le scanner, on verra, il faut attendre en fait que des complications surviennent ou non. Et c'est important d'attendre puisque s'il y a des complications, elles viennent dans les 2-3 jours. Et s'il n'y en a pas, eh bien, on pourra grader et effectivement être plutôt rassuré. Il y a des scores, le score de Balthazar qui évalue les coulées et le niveau de nécrose pancréatique. Ça permet d'évaluer l'étiologie et les complications, je vous en ai parlé. L'IRM, non, c'est rarement proposé, ça peut l'être, ça peut être discuté, mais c'est plus les gastro-entérologues qui poseront l'indication dans ces cas-là. Un petit tour maintenant sur les gravités, sur comment coter, comment évaluer le patient qui présente une pancréatite aiguë. La littérature foisonne de scores et malheureusement, il va falloir faire le tri là-dedans, même même pour les externes qui écoutent cette vidéo. Il faut faire le tri entre ce qui est recommandé ou non. Malheureusement, il y a plusieurs scores qu'il faut retenir, même si en clinique, la CRP est ce qu'il y a entre guillemets de plus efficace avec l'hématocrite et l'insuffisance rénale. Je vous l'expliquerai quand on y reviendra. Donc gravité, côté la gravité pardon, de la pancréatite aiguë, c'est primordial puisque la mortalité est prépondérante et importante. Hein, c'est 30% des patients qui ont une pancréatite grave. Bien que ce ne soit pas la majorité des cas, c'est important d'orienter le patient au mieux vers des services adaptés comme la réanimation. Il y a différents scores, par exemple le score Atlanta, mais encore une fois, il faut attendre 48 heures. Et ben oui, parce que ça dépend s'il y a une défaillance d'organes ou pas, si elle s'améliore ou non au bout de 48 heures. Donc le score d'Atlanta, on peut avoir un patient qui présente un bilan biologique et clinique tout à fait rassurant dans les premières heures, mais qui peut se dégrader. Et donc à ce moment-là, il est plutôt modéré, voire sévère, au final. Après, on verra le score BISAP, mais qui s'évalue encore une fois plutôt un petit peu tardivement, dirons-nous, donc dans les 24 heures. Il y a le score Apache qui s'effectue à 24 heures d'hospitalisation. Et enfin, le score Balthazar, qui est un score radiographique, scanographique, mais qui s'effectue à 72 heures. Donc, en gros, on n'a pas beaucoup de choses pour évaluer la gravité immédiate. Néanmoins, gardez en tête que la CRP est un bon marqueur de la sévérité. Et le score de Ronson est obsolète actuellement, même s'il permet de rendre compte de certains scores qui restent encore intéressants à évaluer. Alors, le premier, le score de BISAP. Il évalue quoi? Il évalue BUN pour l'urée. Donc, si l'urée est augmentée, ça veut dire qu'il y a une mauvaise perfusion. Et donc, c'est le risque de nécrose qui va augmenter. I, c'est pour impairmental, donc la confusion qui est important à rechercher. Ça fait partie aussi du score QSOFA. Le SRIS, donc la réponse inflammatoire, il faudra évaluer la température, la fréquence cardiaque, la tachycardie est un mauvais élément, et la polypnée est à rechercher avec une fréquence supérieure à 20, la PCO2 qui rend compte aussi de la polypnée avec une augmentation de la fréquence respiratoire, il y a une augmentation de l'élimination du déchet qu'est le CO2, donc une baisse du PCO2, inférieure à 32 mm de mercure, une hyperleucocytose, ou une leucopénie ou un taux anormal de leucocytes est aussi un argument dans le SRIS à prendre en compte dans le score du BISAP, donc pour le S. Le A, c'est pour l'âge. Vous comprendrez tout de suite qu'un patient âgé est plus à risque de faire une pancréatite à risque. Et enfin, un épanchement pleural peut se voir, un épanchement plutôt inflammatoire, dans les formes de pancréatite aiguë, plus sévère. Donc un score supérieur à 2, c'est en faveur d'une pancréatite aiguë sévère. Comment vous en rappelez? Supérieur à 2, BISAP, B pour 2.
Voyons le score APH2 maintenant, sans trop s'attarder, puisque c'est un score qui est réalisé surtout en réanimation à H24 de prise en charge et qui prend en compte, comme vous voyez sur le schéma, l'âge, la PAM, la fréquence cardiaque, la FiO2. Le C, c'est pour la chaleur, température, mais aussi concentration, donc l'hématocrit, le globule blanc et cellules blancs. Le H pour bicarbonate, donc l'acidose. Le pH pour l'acidémie. En électrolyte, le E est en forme de rein aussi pour Na, K et créate. Et le 2 de APH2 pour déficit neuro et défaillance chronique. À garder en tête aux urgences, ça permet d'orienter en ayant un bilan biologique complet. Le score de Balthazar, le fameux, donc c'est le score radiologique, scanographique, qui permet de coter à 72 heures de prise en charge l'évolution locale et l'évaluation locale de la gravité de la pancréatite aiguë, puisque c'est en regardant l'état du pancréas, s'il est augmenté de volume, s'il y a juste un peu de graisse infiltrée, ou s'il y a des coulées qui permet une réelle évaluation de la gravité de la pancréatite aiguë. Vous voyez qu'il faut injecter l'imagerie et en cas de nécrose, le score est rapidement péjoratif. Vous voyez qu'un score à 6, il n'y a entre guillemets que 6% de mortalité. Par contre, dès qu'on passe la barre des 7, ça monte tout de suite à 17% et après c'est relativement crescendo. Donc ce qui est important de visualiser, c'est s'il y a des coulées ou non et s'il y a une nécrose qui est plus ou moins importante. Vous comprendrez donc qu'il faut laisser le temps à la nécrose de se produire si elle doit se produire pour évaluer réellement la gravité. C'est pour ça qu'on ne fait pas de scanner immédiatement. Sauf si bien sûr on a un doute diagnostique sur une autre étiologie dont on a parlé précédemment. Je voulais vous parler de ce score, le score HAPS, donc pour Harmless Acute Pancreatitis Score, qui permet de se rassurer et assez rapidement, puisqu'en effet, si l'hématocrit est normal, donc qui signifie une bonne vascularisation, si la douleur est stabilisée, qu'il n'y a pas de défense, ni de contracture, et si la créatinine est normale, on peut être rassuré sur la bonne évolution du patient. Donc c'est juste trois critères que sont l'hématocrit, la créatinine, donc la fonction rénale, et la douleur abdominale, qui permettent de nous rassurer assez rapidement. Ce score est à réaliser dans les 24 heures. Donc il faut un certain recul. La pancréatite ne s'évalue pas rapidement. La pancréatite s'évalue avec l'évolution. Voyons maintenant quels sont les risques de complications et ce qu'il faut surveiller. Donc les risques de complications sont la défaillance d'organes, l'atteinte fonctionnelle du pancréas, les complications locales et la complication la plus redoutée, c'est l'infection de coulée de nécrose. Alors la défaillance d'organes est une indication à hospitaliser en réanimation, c'est l'insuffisance rénale aiguë surtout, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, la présence d'une coagulation intraveineuse disséminée, un trouble de la crase et la présence d'une thrombose portale. Le pancréas, donc, qui libère les enzymes digestives avec sa fonction exocrine, est rare comme complication, mais plutôt d'évolution favorable. Et sa fonction endocrine de glande régulant la glycémie avec le glucagon et l'insuline apparaissent plus tardivement, à 6 mois après la poussée. Il faut une pancréatite plutôt sévère pour avoir une atteinte de la fonction endocrine. Les complications locales que sont la nécrose survenant à moins de 24 heures, moins de 48 heures, bon, il faut quand même un peu plus que 24 heures. Hein. Donc il faut au moins 24-48 heures pour que la nécrose puisse se former. Et il n'y a donc pas de rehaussement du pancréas au scanner. La nécrose est un risque d'infection. La nécrose peut après se collecter, s'abséder et s'enquister dans les suites. Enfin, l'infection de coulée de nécrose qui survient à une semaine, donc un patient qui a fait une pancréatite et qui revient pour douleur ou fièvre, on doit en tout cas évoquer le diagnostic de coulée de nécrose et d'infection de coulée de nécrose. Le risque, c'est aussi l'iléus, et on va le voir que de cela va découler notre prise en charge.
Concernant la prise en charge, donc, il n'y a pas de traitement spécifique en réalité, même si dans les études expérimentales et dans la recherche actuelle, on va essayer de diminuer la part inflammatoire localement. Eh bien, il n'y a pas de traitement spécifique. On va simplement, si on peut dire ainsi, hydrater le patient avec du ringère lactate. C'est ce qui fonctionne le mieux, hein, c'est pas du NaCl, c'est du ringère lactate, abondamment. Donc il n'y a pas vraiment de recommandations, mais la littérature est un peu redondante sur les mêmes doses. C'est important. On est sur du 2-4 litres euh, dans les 12 heures. Pourquoi permettre une bonne hydratation? Pour permettre une bonne vascularisation et pour limiter donc le risque de nécrose du pancréas. Il faut permettre un repos digestif, puisque avec la cholécystokinine que vous avez vu dans la première diapositive, vous avez vu que ça stimule le pancréas. Donc il faut un repos digestif, mais pas nécessairement laisser à jeun. Il faut reprendre précocement l'alimentation, mais une alimentation progressive et douce ou peu importante initialement. En plus de ça, il y a un iléus. Donc, entre l'iléus qui bloque la digestion et la douleur liée à la digestion en elle-même par la libération d'enzymes pancréatiques, il faut être progressif, vous comprendrez. Si la reprise précoce de l'alimentation n'est pas possible, on passera à une alimentation parentérale. Il faut une antalgie efficace, donc là, je vous laisserai voir comment utiliser les médicaments efficaces. On peut rapidement aller à la morphine, hein. Et enfin, traiter les étiologies spécifiques, donc surtout l'alcool s'il y a besoin. Si c'est un calcul, on laisse et on évalue avec le gastro-entérologue en coopération s'il n'y a pas d'indication à faire une CPRE dans le cas d'une angiocolite qui se surajoute à la pancréatite. Si c'est une hypertriglycéridémie, il faut discuter avec les réanimateurs d'une plasmaphérèse. Et enfin, si c'est une autre complication infectieuse, par exemple, mettre des antibiotiques qui ne sont pas systématiques. C'est pas parce qu'il y a une pancréatite et que ça finit par it qu'il faut mettre des antibiotiques. C'est uniquement s'il y a véritablement une coulée de nécrose, un abcès, etc. Ce sont des complications qui surviennent un petit peu après. Donc vous comprendrez que les antibiotiques ne se mettent pas en général lors du début de la pancréatite. En bref, que retenir? Eh ben, les deux étiologies, si vous ne devez en retenir que deux, la lithiase et l'alcool. Pensez au diagnostic différentiel avec le poussin. Il faut donc deux des trois critères que sont la douleur, le bilan biologique compatible, donc la lipase supérieure à 3, ou une imagerie compatible. Pour l'évaluation de la gravité, ce sera une imagerie, alors soit par échographie qui sera quasiment obligatoire initialement, ou par scanner, avec la CRP qui sera très importante, puisque présente dans la majorité des scores. Pensez à l'hématocrite et à la fonction rénale aussi. Et pour la thérapeutique, on va hydrater le patient pour une bonne vascularisation. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous permettra de bien retenir les étiologies de la pancréatite. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, et il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.